au début, quand on posait ce masque sur nous, c'était un peu particulier le sentiment qu'on avait. Et puis finalement, c'est rentré rapidement dans un quotidien de vie. Et du coup, je me suis dit, est-ce que maintenant que le masque sur le visage au niveau de la bouche et du nez est entré dans un quotidien de vie, est-ce que un masque très créatif pourrait en fait intégrer d'une manière ou d'une autre le quotidien, quoi. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute. Chaque jour, même lieu, même espace de vie, vous retrouvez votre bureau habituel, vous avez vos petites habitudes, les collègues, ou bien justement, vous avez choisi de partir vivre dans un autre pays, dans une autre région, une autre ville, travailler ailleurs, vivre ailleurs. On est sur un nouveau territoire. Un territoire presque inconnu. Et c'est quand ce territoire change qu'on se pose plus facilement la question « Comment vais-je m'habiller ?» C'est une question d'intégration, d'accueil, de respect, de rencontre de culture, de code. On le vit un peu quand on rentre de vacances, quand c'est la reprise, un peu comme chaque lundi même pour certains. C'est juste amplifié quand on change d'espace de vie, personnel ou professionnel. C'est justement ce dont on va parler avec mon invitée, Elisa Palmer. Elle a fait quelques expériences, elle a pris des vêtements, des accessoires ou même des objets, des tenues qu'elle a sortis de leur contexte habituel. Elle les a portés dans un contexte où on ne s'y attend pas. Qu'est-ce que ça provoque chez nous, sur nous, quand on le porte, quand on le fait, et qu'est-ce que ça provoque chez l'autre ? C'est des questions qui l'animent et qui l'a fait écrire sur ses expériences. À la fin de cet épisode d'ailleurs, Elisa nous envoie une invitation à participer. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Bonjour Elisa. Salut, merci de m'avoir invitée dans ce podcast. Avec grand plaisir, merci à toi. Elisa Palmer, quand on s'est rencontrés, tu t'interrogeais sur l'inclusion et je suis ravie de te recevoir parce que on va pas parler juste de ce sujet, mais ça m'intriguait beaucoup parce que tu es une personne qui, au lieu de prendre un clavier et dire comment il faut penser et définir l'inclusivité, en fait, on s'est questionné ensemble et puis tu vas à la rencontre et tu questionnes. Et je me suis dit, tu es une invitée bienvenue, justement, parce que moi, j'aime bien aussi questionner et c'est à mon tour de te poser plein de questions. Pour te présenter succinctement, tu travailles dans ce milieu dit de la mode en tant que consultante en communication et relations presse. Est-ce que c'est ça ? C'est ce que j'ai fait beaucoup cette année. En 2020, 2021. C'est comme ça que j'ai réussi un peu à me rubriquer, on va dire, consultante, oui, communication, relations presse. J'ai fait beaucoup de rédaction aussi. Après, j'ai plein de casquettes différentes. Donc, je suis aussi enseignante dans des écoles de mode parfois. Là, j'expérimente une nouvelle aventure professionnelle où je vais faire plus du marketing. Et j'ai fait beaucoup d'événementiels. Donc, il y a aussi cette expertise-là que parfois on tend à mettre en avant. Donc, je suis un peu tout ça. Et je fais aussi beaucoup je réfléchis beaucoup à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très présent chez moi. Qu'est-ce qui a animé ce parcours jusqu'ici ? Il y a beaucoup de trames familiales aussi, parce que j'ai une grand-mère qui était couturière. J'ai un papa qui a travaillé dans les alcools, dans les spiritueux, dans les champagnes pendant longtemps. J'ai une maman qui est
dans le social, mais qui est passionnée de vintage, de fripes, de marché aux puces. J'ai une sœur qui est shoe designer. Enfin, donc en fait, du coup, ça a toujours été un peu là. Moi, j'avais pas tout à fait envisagé de travailler dans la mode quand j'étais encore en études. J'avais plutôt envisagé de travailler autour du livre, autour de l'écriture, autour du journalisme. Et puis finalement, pas mal de gens m'ont dit, mais pourquoi pas la mode, en fait, sur un métier support où tu pourrais communiquer, promouvoir des créateurs, faire de l'événementiel, écrire aussi. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Du coup, c'est très relationnel, très collectif. Enfin, quand on discutait, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, ah ouais, interroger et partager, c'est deux mots que je pourrais utiliser pour te décrire. Enfin, on se connaît peu, mais dans ce que tu me partageais, et je me suis dit, ben ouais, est-ce que ça te parle ces deux mots? Ouais, interroger, oui, parce que j'ai une curiosité et que j'aime bien étudier les choses et les retourner, regarder les différentes approches. Je suis pas trop dans un truc blanc-noir, donc c'est vrai que j'aime bien être aidée aussi par les autres, recevoir aussi leurs avis, et ça m'a toujours, ça me suit un peu partout, ça. J'aime bien creuser les choses, ouais. Et pas avoir un seul point de vue, en tout cas pas appréhender l'objet, les choses à travers différents prismes, différentes approches. Et souvent aussi les approches des autres m'aident beaucoup. Et donc ça, c'est pour interroger. Et le deuxième mot, c'est s'entourer, non? Partager, ouais, s'entourer. Partager, s'entourer aussi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce que je vis et tout ce que je choisis de vivre ou pas, c'est en écho avec les gens, oui. Mmh. Donc c'est ça qui me fait apprendre, avancer, parfois rencontrer des difficultés, mais je suis consciente, oui, des interrelations que j'ai avec les autres, quoi, et je chéris ça, oui. Comment tu l'as vécu jusqu'ici, dans ce milieu dit, de la mode? Comment tu l'as vécu, professionnellement, personnellement? Parce que souvent, la mode, on n'interroge pas, enfin, on regarde, on voit et on achète. En bref et puis ça se partage pas. Enfin, un vêtement, c'est à moi, je le garde ou je le revends ou enfin voilà. Ça, c'est un peu bref, mais comment tu vis ces dynamiques-là alors? Quand je suis arrivée dans ce milieu, c'était difficile. J'ai beaucoup travaillé parce que c'est un milieu qui est extrêmement codé. Donc, tu arrives dans un milieu où en fait, il y a énormément de codes à assimiler pour en peu de temps. J'ai l'impression que c'est un milieu qui est, enfin en tout cas comme moi j'y suis arrivée, qui était pas, je peux pas dire que ce soit un milieu qui soit bienveillant. Donc en fait, tu dois arriver à prouver que tu es à ta juste place rapidement. Et donc du coup, ces codes, il faut les comprendre et il faut les maîtriser assez vite. Donc j'ai trouvé que ça m'a demandé quand même beaucoup d'observations, beaucoup de lectures, beaucoup d'observations, et des fois du bluff aussi. Des fois j'ai bluffé. Ça a pas mal marché. Parfois ça ne marchait pas du tout, mais bon, voilà, sur certains malentendus. Voilà, ça c'est pour apprendre. Donc non, il y a clairement des codes. Après aujourd'hui, je trouve qu'on tend quand même vers plus de bienveillance dans ce milieu-là, et que ma génération, en tout cas, elle se comporte un peu différemment, je crois. Donc c'est chouette. Puis les nouvelles générations, elles sont plus ouvertes, il y a plus de bienveillance, il y a plus d'humanité, il y a plus de tendresse. Enfin, c'est plus chouette, quoi. On est un peu sorti de ces codes un peu 80-90 qui pouvaient créer beaucoup de fantasmes et beaucoup d'imaginaires, et c'est très riche, les imaginaires et ces histoires-là. Après, ça crée aussi beaucoup de distance entre les gens, et c'était un milieu qui était quand même assez opaque à l'autre quand il n'était pas tout à fait au code, quoi. Il y avait une initiation, c'était élitiste, hein, Ouais, il y a une initiation, il faut connaître les bonnes personnes, il faut avoir quand même le bon look, faut pas se laisser marcher sur les pieds, surtout quand on est une nana. Enfin, Mmh mh. ouais, c'est très particulier.
Et ça tend quand même à être plus doux, je trouve, quand même. C'est plus doux. Et cette liberté aussi d'interroger, est-ce que tu la retrouves aussi? Au début, j'interroge pas non plus tout le monde parce que justement, j'avais pas le sentiment que je pouvais poser toutes les questions. Genre, ah, j'ai une question bête, je pose la question. Non, j'osais pas du tout. Je mentirais si je disais le contraire. Non, non, j'osais pas et je crois pas que c'était permis de poser des questions bêtes en fait. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup bluffé. Ça me parle ce que tu dis. Mais on s'entoure, c'est vrai. C'est quand même un métier où on s'entoure beaucoup de profils très différents les uns des autres d'ailleurs. Donc que ce soit des techniciens lumière sur un défilé, que ce soit des gens qui font de la photo, mais dans les gens qui font de la photo, il y a des profils très très différents. Il y a des gens qui font du backstage avec un côté très esthétique. Il y a des gens qui font du shooting de premier rang de défilé, donc avec un côté très, avec d'autres angles, etc. pour vendre leurs photos à certains médias. Enfin donc il y a les stylistes, donc avec aussi des stylistes qui sont très différents les uns des autres sur des approches plus commerciales, des approches très créative même. C'est un milieu qui pullule en fait de profils très différents et ça c'est nourrissant. Ouais. Ça c'est très nourrissant. Que ce soit même des journalistes internationaux, des consultants, des gens sur l'événementiel, des techniciens, des gens qui sont plus dans le commercial, qui vont vendre les produits, donc aussi avec une autre approche, une approche beaucoup plus business, etc. Et après il y a bien sûr, c'est un milieu qui croise des cultures, qui croise des créatifs, donc qui croise plein de cultures. Et ça, de travailler à Paris, ça m'a ouvert ça aussi. Ça, c'est génial. En parlant de quotidien et de vécu et un peu ces 2 mots interroger et partager, tu m'avais, parlé d'une expérience personnelle avec une amie, où tu avais partagé ton dressing parce que tu me disais que tu avais toujours aimé partager ton dressing et que, tu avais, habillé une amie, hem avec une tenue qui était pas du tout, son style, on va dire, au premier abord. Tu pourrais nous partager un peu plus et comment ça t'a marqué, en fait, cette expérience de partage, puis en même temps, d'interrogation? Au fond, ça fait émerger plein de questionnements et plein de notions. Alors, je travaillais pas encore dans la mode. J'étais encore à Lyon. Je faisais mes études, mais oui, j'avais une copine qui, elle était pas bien dans son style presque. Elle est dans une vraie envie de séduire. Et elle me dit, toi qui aimes bien la mode, etc. Est-ce que tu m'accompagnerais à faire du shopping un samedi? Et je lui dis oui. Elle a acheté une robe. Ça faisait pas du tout partie la robe de son placard, de sa penderie. Il y a eu une escalade, mais pas une escalade, enfin une escalade vers du mieux, quoi. Enfin, je sais pas si c'est vers du mieux, mais en tout cas, elle se sentait mieux. Et c'était assez touchant à voir. C'est que donc elle s'est vue dans cette robe et elle s'est vue belle. Elle a acheté cette robe, elle l'a portée très rapidement. Et puis d'avoir fait l'acquisition de cette robe, ensuite elle a voulu acheter une paire d'escarpins et donc elle a acheté des petits talons. Et ensuite, elle a acheté un rouge à lèvres. Et en fait, il y a eu un espèce de parcours comme ça. Et ça a tout touché, en fait, d'une certaine manière. C'est que elle avait envie de plaire, mais ça lui a donné de la confiance aussi dans le cadre de ses recherches. Enfin, et j'ai vu que ça avait impacté pas mal de choses, en fait, dans sa vie étudiante, dans sa vie de jeune femme, etc. Et tout. Et ça, j'ai toujours trouvé ça extrêmement chouette à transmettre, en fait, de prendre du temps avec quelqu'un et de temps en temps, à travers juste, des fois, c'est vraiment tout con, une paire de boucles d'oreilles, un talon, le jean qui va bien, et il y a une espèce d'impact. Il y a différents impacts qui se créent, et je trouve ça beau, quoi. Voilà, je trouve ça, ouais, voilà. Après, le vêtement ou l'accessoire, ça peut rester extrêmement futile et c'est très bien. Mais puis je la vois encore. En fait, elle est marquée par ça. En fait, elle est marquée par ce moment où elle se trouve vraiment jolie dans cette robe et où elle a envie de plus de féminité, de continuer à se plaire à elle-même, quoi. Et c'était extrêmement touchant. Et j'ai l'impression que cette, expérience-là, toi, là, à ce moment-là, tu l'as vue de l'extérieur, mais j'ai l'impression que tu l'as, poussée un peu plus loin,
Je voulais qu'on partage aux auditeurs et aux auditrices. Tu as fait six expériences retranscrites dans 6 chroniques sur un média qui s'appelle All I See. Je le mettrai en description de l'épisode. Tu as poussé encore plus loin, du coup, cette façon d'expérimenter, j'allais dire ce poids. C'est pas obligatoirement un poids, mais ce que provoque le vêtement en fait sur soi et puis sur l'autre, mais pas juste en portant juste une chemise à fleurs, mais alors allez découvrir ces chroniques et en plus c'est super riche et moi j'ai beaucoup aimé les lire et les relire, mais en portant par exemple le masque d'une artiste ah mince, j'ai oublié le nom. Muriel Nice. Muriel Nice, voilà, merci. Et ou une robe flamenco, enfin, pour aller retrouver tes filles à l'école. Enfin, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces actions-là? Comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé 10 ans dans ce secteur-là en tant que directrice des relations presse dans un bureau de presse parisien qui organise beaucoup de défilés. Et au cours de ma vie perso, j'ai passé 1 an à Croix, qui est entre Roubaix et Lille, dans une période de vie plus lente, on va dire. Et je suis arrivée là-bas et je me suis dit, tiens, en fait, qu'est-ce que je peux faire, grosso modo, de cet apprentissage, de ces codes-là dont je te parlais tout à l'heure, de cet apprentissage, de us et coutumes, voilà, qui ont, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui ont fait partie vraiment de ma vie professionnelle pendant 10 ans. Est-ce que est-ce que je peux reprendre des choses dans d'autres territoires que Paris déjà. À Paris, dans mon métier, c'était quand même aussi assez permis de s'habiller quand même avec exubérance. Bon, il y avait toujours ces codes, mais de s'habiller quand même avec exubérance à certains moments, à certains endroits. Et donc, voilà, dégager de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette connaissance-là? Et donc, j'ai commencé, j'avais acheté sur Vinted une robe flamenco absolument incroyable que j'avais jamais mis et qui me faisait de l'œil. Et je me suis dit, est-ce que tu es vraiment en capacité de sortir de chez toi et d'aller chercher ta fille dans une école privée catho à Croix avec cette robe, quoi. Et en fait, ça m'a quand même un peu fait flipper, c'est vrai. Ça me faisait un peu flipper de sortir de chez moi et tout. Je me disais, les gens vont me regarder vraiment comme un ovni. Il y a personne qui s'habille comme ça dans cette ville-là. Enfin, il y a pas de soutien, quoi. Je me dis, mais est-ce que vraiment il va y avoir du soutien dans la rue d'une manière ou d'une autre? Et bon, des fois, je me raccrochais, je me disais non, mais les gens qui vont me voir dans la rue, ils vont penser que je sors de mon cours de sévillane, ça va passer crème et tout. Après, je me disais non, ça passera pas du tout. Mais finalement, je suis sortie et j'avais développé plus de crainte en amont de cette expérience que quand je la vivais réellement, en fait. Parce que, en effet, il y a du soutien dans la rue, il y a des clins d'œil, il y a des enfants qui sont aussi heureux de voir une robe comme ça, qui est pas habituelle, mais qui est colorée, qui a des volants. Donc en fait, non, j'avais plus de crainte que lors de l'expérience réelle, quoi. Et ça, c'est chouette. C'est drôle de voir combien on anticipe en fait le regard de l'autre ou les regards que ça pourrait provoquer chez nous. Et puis en fait, on s'enferme plus facilement nous-mêmes que en fait ce que l'on vit réellement. C'est vrai. Tu es allée même plus loin alors parce que là, tu as le vêtement, après tu as travaillé aussi sur le visage avec le masque là. Puis c'est pas le masque chirurgical, c'était un vrai masque. Il y a des photos donc sur l'article, mais avec des tressages, enfin on voyait un petit peu les yeux. Muriel Nice, elle est très connue. Il y a assez peu de mass makers en fait en France et dans le monde. Donc très clairement, elle est très connue sur ce segment-là. Et non, en fait, je réfléchissais le masque même chirurgical en période de Covid. Au début, quand les gens l'ont mis, c'était aussi particulier. En fait, je me rappelle,
on n'osait pas trop le mettre. Il y avait aussi une pénurie, donc en fait, il y avait un truc un peu les gens qui ont des masques vs les gens qui n'ont pas encore des masques, etc. et tout. Mais au début, quand on posait ce masque sur nous, c'était un peu particulier le sentiment qu'on avait. Et puis finalement, c'est rentré rapidement dans un quotidien de vie où voilà, le masque est devenu obligatoire et il est coloré, il est en tissu, il est mais il est là, quoi. Il est là, il est présent, il choque plus personne, etc. Même la personne qui n'a pas de masque, finalement, c'est plutôt elle aujourd'hui qui potentiellement peut être montrée du doigt. Et du coup, je me suis dit, est-ce que maintenant que le masque sur le visage au niveau de la bouche et du nez est entré dans un quotidien de vie, est-ce que un masque très créatif pourrait en fait intégrer d'une manière ou d'une autre le quotidien, quoi. Voilà. Parce que ce masque-là créatif, c'est pareil, quoi. Dans nos imaginaires, il appartient à des scènes érotiques de temps en temps. Il appartient à je sais pas, de la mythologie, etc. et tout. Mais un certain folklore. un certain folklore, on se dit pas, tiens, je vais aller chercher ma baguette et je vais tomber sur quelqu'un qui porte en fait un masque de ce type, quoi. Et ouais, j'ai fait ça. J'ai remonté une rue à Roubaix avec ce masque et c'était très particulier parce que très clairement, les gens changeaient de trottoir, quoi. Vraiment changeaient de trottoir. Ils changeaient de trottoir. Je provoquais quelque chose, quoi. Je provoquais de l'épouvante, de la peur, un truc très qui c'est cette personne, pourquoi elle porte ce masque. Enfin, vraiment, il y avait un énorme décalage, quoi. Ouais, c'était, il fallait le tenir, quoi. Vraiment, je m'étais dit, tu vas le porter dans cette rue, de là à là, à peu près, et il fallait le tenir vraiment parce que je provoquais des sentiments chez les gens. Ouais, et c'était clair, c'était clair. Tu le ressentais, tu le voyais, donc il y avait des changements de trottoir, mais toi, tu le ressentais aussi. C'était cette expérience-là. Tu l'aurais fait dans une ville ou un instant, par exemple, plus festif. Je sais pas, je pense Festival d'Avignon ou ce genre de période. Les gens sont préparés à ce genre de. On se dit, ah bah c'est une performance artistique, et du coup, tout de suite, on voit combien la préparation et le regard va être accueillant ou non, en fait. Bien sûr, le contexte permet une silhouette, un look, et certains contextes ne l'autorisent pas, quoi. Enfin, ouais, oui, il y a de ça. C'est vrai que dans le contexte, souvent, on oublie le territoire, la géographie, en fait, vraiment, tu parles de territoire, et j'aime bien ce terme parce que souvent on parle de contextualisation et les codes, il faut que c'est dans certains contextes, social, professionnel et tout. Mais en parlant de territoire, j'aime bien parce que tu enlèves cette partie, plutôt, abstraite, sociale, tu sais, relationnelle, et on est plus, ben, ouais, on a un sol et puis on sait pas, comment, pourquoi. À un moment donné, on passe une barrière, elle est pas physique le regard, change sur une façon d'être ou une façon de se présenter à l'autre, et de se présenter à soi aussi, parce qu'en fait, tu es la première qui réagit aussi quand même durant ces expériences. Ouais, bien sûr. Bah, j'interroge ça aussi, hein. J'interroge aussi beaucoup comment je réagis moi, j'interroge l'autre, j'interroge ses territoires, j'interroge les, les contextes aussi, ce dont tu parles, je les interroge aussi, les moments de la journée. Enfin, mais oui, ces territoires, ils sont riches de plein d'attentes, de plein de cultures, Ouais, justement, j'ai l'impression que tu revis en fait ce que tu nous fais revivre quand on lit, tes chroniques. Ce qu'on a oublié, tellement l'habit est devenu banal, parce que tu décomposes, et j'aimais bien, cette analyse-là, mais tu décomposes et tu revis chaque étape de ce que ça provoque de se vêtir. Déjà, c'est se vêtir, c'est sur soi, et des fois, on fait tellement ça machinalement qu'on capte pas que ça nous fait interagir. Il y a quelque chose qui se passe en nous quand on s'habille. Je crois que j'ai quand même une approche très émotionnelle ou sensitive des vêtements. J'aime ça. Enfin, j'aime aussi. Il
y a des vêtements auxquels je tiens parce qu'ils me racontent des histoires, parce qu'ils me font penser à certaines personnes, parce qu'ils me font penser, et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup d'y mettre ça aussi. Je trouve que ça donne de la valeur, en fait, aux vêtements. En plus de ça, c'est que, tu es toujours dans cette idée d'interrogation mais pas, voilà, pas intellectuelle ou théorique et en plus tu viens questionner aussi ton entourage, alors personnel ou professionnel. Il y a des philosophes qui interviennent aussi sur certaines questions que tu te poses, il y a des amis, et c'est là où du coup tu fais, croiser aussi ces ces regards. Bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les approches pour moi, elles sont pas uniquement, je cautionne pas uniquement des approches, on va dire philosophiques, intellectuelles ou d'expertise. Quelque part, je donne aussi beaucoup de crédit en fait à tout le monde, et ça me plaît en fait d'interroger tout un chacun en fait et de mélanger ça. Et je trouve que du coup, ça permet aussi d'avoir un lectorat qui s'y retrouve sur différentes approches. Donc, j'aime les gens pour tout ce qu'ils sont en fait. Donc, je donne pas de crédit uniquement à des porteurs d'expertise et du coup, j'aime bien bigarrer ça, quoi. Ça, j'adore. Ouais. Quand j'interroge le sexy et d'avoir à la fois un écrivain aguerri, chercheur, voilà, qui parle des seins qui pointent et qui amène de l'histoire, et en même temps d'avoir le point de vue d'une infirmière qui raconte une histoire d'une de ses collègues qui incarnait pour elle le sexy avec tout son vocabulaire et tout ça. Et puis la poète aussi. En fait, tu nous rappelles qu'on a tous une histoire, en fait, avec le vêtement, en soi. On est tous habillés, donc on a tous un rapport, oui, une relation et un vécu avec ce tissu qui est sur nous, et donc c'est super riche d'être curieuse, en fait, de tous et de nos histoires. Ouais. Et je me demandais, pour terminer, est-ce que dans toute cette approche, est-ce qu'il y a, tu aurais un bouquin ou un livre qui te ou une ressource qui t'a encouragée dans cette dynamique? Quelque chose qu'on pourrait partager aux auditeurs et Ouf, je vais avoir du mal à mettre en avant un bouquin qui m'a encouragée dans cette dynamique. J'en ai pas, je crois pas. bon, ça montre qu'il faut vraiment que ça soit plus connu justement, qu'on aille plus facilement qu'il y ait plus d'auteurs qui aillent interroger les gens, Il y a clairement un champ qui est très ouvert sur ces questions mode, société et territoire. Bah ça, pour moi, c'est une évidence. Il y a plein de choses à faire. J'ai plein d'ouvrages qui sont des angles d'approche, mais j'ai pas un seul ouvrage à mettre en avant. Non. Non, mais ça montre, bien justement, qu'on doit continuer de se questionner et d'écrire, qu'il y a un manque en fait un peu, sur ce sujet-là mais en tout cas merci de l'expérimenter et pas juste de l'écrire et de le théoriser. Je t'encourage trop, j'espère que, tu reprendras, tu sais, c'est un peu un appel mais ce serait énorme. Et moi, je veux bien que tu puisses solliciter les gens qui t'écoutent pour avoir justement un retour sur eux, qu'est-ce qu'ils peuvent interroger au quotidien dans leurs vêtements ou sur enfin tout peut être intéressant, hein, que ce soit un vêtement qui justement est sectorisé à un milieu professionnel et pas à un autre milieu, ou que ce soit un accessoire, que ce soit moi j'ai un peu un sujet en ce moment sur le jean parce que je trouve que c'est hyper intéressant de finalement tout le monde porte un jean, mais il y a tellement de typologies de jeans différents, et en fait certains qui sont aussi très codés et qui peuvent pas en fait qui appartiennent vraiment à un milieu, à un territoire et pas à un autre.
à des bandes, à des communautés. Et ça, c'est bon, voilà, c'est un peu un sujet qui devrait arriver à un moment donné. Ouais. Voilà, le jean très sexy, le jean troué, le jean très moulant, Le baggy, justement. le baggy, le jean qu'on peut porter dans son milieu professionnel. Ouais, ça, je crois qu'il y a un truc à faire sur le jean. Ah ouais, c'est sûr. Le jean, pas de def, le vrai pas de def. Ouais, t'imagines les serveurs un peu plus, qui peuvent être en jean, en gros pas de def, ou bien même ton banquier, parce que maintenant ils peuvent aller en jean slim noir. Il y en a de plus en plus, mais t'imagines un jean noir, mais pas de def, ton banquier qui arrive comme ça? Voilà. Ce serait intéressant. Comment il est perçu dans son environnement et tout. Et ouais, enfin, si toi, de ton côté, t'as des retours ou des gens qui se posent pas mal de questions. Ouais, bah, on fait cet appel ensemble quand. Voilà, je suis prête à expérimenter des choses, plein de choses. Trop bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Elisa. Tu nous as ouvert sur, j'aime bien ce mot, toute l'ambivalence que c'est d'être un être qui se revêt d'un vêtement. Entre soi-même, ça pose des questions sur soi-même, ça interroge, et puis en même temps tu interroges les autres sans aller chercher non plus la provocation. C'est de l'interrogation, c'est ça que j'aime beaucoup, mais par le vécu, quoi. Donc merci beaucoup de partager ces expériences, et puis on va continuer de participer alors à ça avec les auditeurs et auditrices. On t'enverra quelques idées alors. Ouais, merci Ashley. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. À bientôt. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.